Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à mes 10 films favoris de chaque nationalité d'Asie qu'il m'est possible de traiter. Dans la première vidéo, j'avais parlé de mes 10 films hongkongais favoris. Pour cette seconde vidéo, on va parler du Japon, le pays du soleil levant, avec à nouveau les mêmes règles, à savoir que je vais donc indiquer mes 10 films favoris avec un espèce de pseudo-ordre, mais qui en fait n'a aucune valeur. Comme je l'avais précisé dans la précédente vidéo, le numéro 8 peut se retrouver un jour en numéro 1. Tout ça, ça peut changer. Les seules choses qui ne changent pas, c'est que les 10 films dont je vais parler, c'est des films que j'aime beaucoup, qui font partie des films que je préfère en provenance ici du Japon, et donc qui méritent d'être dans le 10. Après, il y en a également d'autres, hein, comme d'habitude. C'est une sélection qui est pas faite à l'arrache, mais qui n'inclut pas forcément tous les films que j'adore. Hein. J'ai dû me limiter à 10, parce que vraiment, si je pars sur autre chose, sur 20, 30, on n'en a pas fini. Voilà. Donc il y a un peu, c'est un peu fait dans le désordre, mais les 10 films qui sont présents sont des films que j'adore, et c'est ça qui compte avant tout. Comme ce sont des films que j'adore, c'est souvent des films que j'ai découverts quand j'étais adolescent, quand j'étais dans la vingtaine, donc des films qui m'ont marqué quand j'étais dans la période de découverte cinéphile, on va dire. Et par conséquent, la plupart de ces films, ce sont des films connus, ce sont pour la plupart des classiques. Donc pareil que pour la première vidéo, vous n'allez pas forcément découvrir grand chose avec cette vidéo. Il y aura peut-être un ou deux titres sur lesquels vous ne serez pas forcément familier, mais autrement les autres, vous en aurez forcément entendu parler. Ce sont des classiques, ce sont des films très connus et généralement très appréciés. Voilà. Donc maintenant, allons-y, lançons-nous dans l'exercice, et on commence donc par la 10e position avec Tokyo Tribe de Sonotion. Sonotion, c'est pas un réalisateur que j'affectionne particulièrement, c'est quelqu'un dont je suis encore très loin d'avoir vu l'intégralité de la filmographie. Ce que j'en ai vu m'a l'air assez inégal, avec des films que j'ai trouvé très bien et d'autres que j'ai trouvé très mauvais. Donc on est vraiment sur un spectre très large pour ce que j'en ai vu jusqu'ici avec Sonotion. Donc je me réserve encore un jugement définitif concernant le réalisateur. Mais en tout cas, je me suis pris une bonne claque quand j'ai regardé Tokyo Tribe, dont je savais vaguement quel était le concept, ce côté comédie musicale, tendance rap hip-hop avec affrontement de gang. Donc le concept général, ça je le savais, mais voilà, j'avais pas trop d'idées derrière sur ce à quoi il fallait que je m'attende. Et ben, je me suis pris donc une bonne claque, j'ai pas été déçu. Je me suis laissé totalement emporter par ce spectacle complètement maboule. Si vous vous souvenez, dans les vidéos, dans les films que j'affectionnais pour Hong Kong, un des trucs qui revenait régulièrement, c'était le fait que le cinéma de Hong Kong avait une énergie. C'était l'énergie du cinéma de Hong Kong que j'affectionnais. Et ben, je retrouve un peu de ça ici dans Tokyo Tribe. Il y a vraiment une énergie qui nous emporte. Il y a vraiment quelque chose qui donne à aller de l'avant avec les musiques, avec tous ces personnages hauts en couleur. On passe d'un univers, d'un gang à un autre. C'est un univers très coloré. Même le fait que ce soit du hip-hop et du rap, alors que c'est un genre musical, ce sont des genres musicaux d'ailleurs, que je n'affectionne pas particulièrement. Je suis pas vraiment fan, mais j'ai trouvé que ça marchait du tonnerre de Dieu ici. C'était vraiment tout à fait adapté. Enfin, la forme, la musique, le fond, tout finalement se rejoignait en un tout cohérent. C'est bourré d'idées totalement farfelues, mais qui ne peuvent qu'emporter l'adhésion. En tout cas, comme moi, on aime bien les films un peu barrés. Rien que le clan des méchants, avec le mec qui est tendance statue grecque, qui est tout le temps presque à poil, avec un Riki Takeuchi complètement déchaîné, avec tout un tas de références totalement délirantes. C'est forcément génial. Donc moi j'ai vraiment passé un super moment à regarder ça. C'est peut-être un poil trop long pour son bien. C'est un mal qui revient assez régulièrement, mine de rien, dans le cinéma japonais. Ils ont tendance assez souvent à faire un peu trop long. Et ici, Tokyo Tribe en souffre légèrement, mais enfin, ça reste un défaut extrêmement mineur. Et puis, en plus, on a un petit rôle de Yoshihiro Takayama, celui qui est connu pour être un des
un des participants d'un des combats les plus légendaires du Pride contre Don Fry. Ça fait plaisir de le revoir ici dans un film et de voir que son visage est redevenu à peu près à forme humaine après le combat qu'il a livré contre le légendaire Don Fry qu'on trouve également dans Godzilla Final Wars d'ailleurs. Mais donc oui, ce Tokyo Tribe, un film très inventif, très coloré, avec des personnages hauts en couleur mais attachants, avec de l'action, avec un rythme fou, avec une bande son super entraînante, avec des bonnes chorégraphies également, ce qui est quand même assez important quand on fait une comédie musicale. Donc tout ça réuni dans un film donc qui est une bouffée de plaisir, hein, disons-le, c'est vraiment du fun en barre. Alors après, je pense que c'est le type de film qui va soit emporter totalement l'adhésion, soit que vous allez totalement détester. C'est tout l'un ou tout l'autre, il y aura probablement pas de juste milieu. Mais moi ça va, je suis tombé du bon côté de la barrière, du côté des aficionados, du côté des amateurs, des fans de ce spectacle complètement barré. Et donc j'ai pris un plaisir fou à regarder ce film de Sonotion, et je ne peux que vous inciter à en faire de même si vous êtes soit un amateur de Sonotion de manière générale et que vous n'avez pas vu le film, ou tout simplement que vous aimez le cinéma japonais un peu déviant, un peu fou. Ça devrait normalement vous ravir. On change de registre avec le 9e film qui est Welcome Back Mr. McDonald, réalisé par Koki Mitani. Alors ça fait partie des films qui sont probablement assez peu connus, et je trouve que c'est vraiment très dommage. Welcome Back Mr. McDonald, visiblement il avait quand même plutôt bien marché, ne serait-ce que du point de vue de la critique. Il me semble qu'il avait eu un prix du Kinema Jumpo pour l'année 1997, donc l'année de sortie. Et c'est une comédie qui mérite vraiment d'être davantage connue et reconnue. Donc qu'est-ce qui se passe dans Welcome Back Mr. McDonald? En fait, c'est tout simplement un épisode radiophonique, une série radiophonique qui va avoir lieu. Et on va assister à l'enregistrement de cette série. En fait, c'est juste un one-shot ici, qui est scénarisé par une scénariste amatrice débutante. Et en fait, elle va avoir son scénario, l'œuvre de toute sa vie, quelque part, qui va être altérée d'abord par la volonté de la star principale de ce show radiophonique, qui décide que son personnage ne devrait pas avoir le nom qui est prévu dans le scénario, mais qu'elle devrait s'appeler Mary Jane. Et à partir de ce petit détail tout bête, totalement mineur, il va y avoir un espèce d'effet boule de neige où chacun va vouloir mettre son grain dans le scénario, et ça va aboutir à tout un tas de séquences hilarantes tout au long du film. Et donc il y a ces deux aspects dans Welcome Back Mr. McDonald. Le premier aspect, c'est que c'est donc une comédie très drôle, avec plein de numéros d'acteurs absolument délicieux, avec plein de ressorts comiques très bien trouvés. Et dans le même temps, c'est également un commentaire sur la création artistique en groupe, qui s'applique tout aussi bien ici donc à un show radiophonique qu'elle ça pourrait s'appliquer au cinéma et tout art qui nécessite un groupe, le théâtre également, un peu moins donc pour des arts plus solo type la peinture ou bien l'écriture ou encore la sculpture. Mais ça s'applique donc parfaitement à ce type d'univers de groupe, et c'est tout à fait passionnant pour voir comment comment se fait la création, quels sont les ressorts créatifs, comment le fait de changer un élément d'un scénario va avoir tout un tas d'autres effets, comment il faut gérer les différentes personnes impliquées dans son équipe, comment chaque rôle est joué, enfin quel est le rôle du producteur, quel est le rôle exactement des acteurs, quel est le rôle des techniciens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils peuvent agir sur le matériau de base pour l'amener dans une autre direction. Et donc c'est un film avec une double lecture donc, et qui est tout à fait passionnante, qui s'apprécie sur les deux aspects. Ça s'apprécie très bien en tant que comédie pure parce que c'est très drôle tout au long du film, et ça s'apprécie pour son côté commentaire sur la création artistique, le tout servi par des acteurs qui sont parfaitement dans leur rôle, qui sont excellents de bout en bout. Ça a un côté un petit peu pièce de théâtre quelque part, c'est un peu un côté pièce de théâtre filmée, mais
Le réalisateur est également, Koki Mitani, fait du très bon boulot. Il parvient à rendre ça dynamique, il parvient à fluidifier sa réalisation de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression non plus d'être simplement dans un lieu unique et qu'on est compressé type théâtre filmé, qui est toujours la difficulté de ce type de scénario. Il fait vraiment du très bon boulot et ça mérite donc très largement d'être vu. Moi, c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. J'ai découvert il y a peut-être 1 ou 2 ans au grand max et j'ai vraiment été soufflé et j'ai vraiment été surpris qu'un film de cette qualité ne soit pas davantage connu et apprécié à travers le monde. Même d'ailleurs au Japon, je suis pas certain qu'encore aujourd'hui il soit dans beaucoup de mémoire, mais vraiment c'est un film qui mérite d'être redécouvert ou en tout cas découvert. Et donc je vous le conseille très ardemment de découvrir l'excellence donc de ce Welcome Back Mr. McDonald. 8e position, on a Harakiri, également connu sous le nom de Seppuku, réalisé par Masaki Kobayashi. Kobayashi, c'est un des grands maîtres du cinéma japonais. Je suis d'ailleurs en plein dans une fin de rétrospective Kobayashi, où je me suis fait les derniers films que je n'avais pas vus de lui, et c'est tout à fait passionnant à regarder. L'auteur donc de La Condition de l'Homme, l'auteur de Samurai Rebellion et également de Kwaidan. Et souvent Kobayashi est surtout connu pour cette espèce pour les titres que je viens de donner en fait. Il a réalisé d'autres films qui sont beaucoup moins connus et il faut bien le dire de manière générale qui sont moins réussis que ceux que je viens de nommer. Mais il faut bien dire quand même que durant cette période de La Condition de l'Homme jusqu'à Samurai Rebellion, vraiment il était sur une série de chefs-d'œuvre en chefs-d'œuvre. C'est un réalisateur qui est très critique de l'autorité, de la guerre de manière générale, et qui est ici avec Harakiri, qui est dans un des rares films en costume qu'il a fait. On a tendance, parce que on se souvient donc comme j'ai dit de Kobayashi pour Kwaidan, pour Harakiri, pour Samurai Rebellion, et donc on a tendance à l'associer au film en costume, et en fait c'est pas du tout le cas. Kobayashi c'est surtout un réalisateur contemporain. En réalité il a fait beaucoup de drames urbains, et avec Harakiri donc c'est une des rares fois où il s'attaque à un film en costume, un Japon féodal, qui est ici une brillante démonstration de la critique du code du Bushido. Souvent on a tendance à idolâtrer, à idéaliser le code du Bushido comme étant quelque chose de particulièrement vertueux, de quelque chose de très louable. Et d'ailleurs c'est le cas pour les amateurs en général du Japon, les amateurs à travers le monde, et pour tout un tas de Japonais eux-mêmes. Mais moi je suis personnellement très réservé sur le code du Bushido, et je suis quelqu'un qui pense qu'il faut être assez critique de celui-ci, et évidemment Harakiri ne peut que me plaire puisque c'en est une critique particulièrement acerbe qui montre bien à quel point c'est des préceptes qui ne sont en réalité pas réellement suivis par ceux qui le prêchent, et que c'est plus un espèce d'instrument de domination, on va dire, à la fois instrument de domination et un instrument de légitimation d'une certaine classe. Et tout ça donc est bien montré dans le film de Kobayashi grâce au scénario dont il a hérité et qu'il a en partie collaboré. Et c'est également brillamment démontré dans la réalisation de Kobayashi. C'est une réalisation très épurée qui va vraiment à l'essentiel, avec toujours des formes géométriques particulièrement présentes qui ont tendance à oppresser les personnages. C'est un film qui est très cruel par certains côtés, qui est très tragique, et qui forcément ne peut pas laisser indifférent par rapport à ce qui se passe à l'écran, par rapport à la souffrance des personnages. C'est également servi par une interprétation brillante de l'ensemble des acteurs, et surtout évidemment du légendaire et grand Tatsuya Nakadai, dont j'avais pensé un moment à faire une rétrospective, et puis je
J'avoue que j'ai mis ça de côté pour le moment parce que c'est tellement un titan, il est à la tête de tellement de bons films, il a travaillé avec tellement de réalisateurs parmi les plus grands au monde que j'ai eu peur, je me suis un peu défilé devant la tâche, mais je garde quand même l'idée en tête et peut-être que je le ferai dans le futur. En tout cas, il le mérite et évidemment, il est absolument génial ici dans Harakiri. C'est vraiment un grand classique du cinéma japonais. Je pense que la plupart des gens qui connaissent le cinéma japonais ont vu Harakiri. Et c'est un classique et c'est pas pour rien. C'est une œuvre, peut-être le chef-d'œuvre, de Kobayashi. Et comme je l'ai déjà indiqué avec les autres films que j'ai cités, il a pourtant des sacrés morceaux à son palmarès. Donc ça vous montre à quel point, quand on parle d'Harakiri, on est sur du très très haut level. Et puis, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'il a été remaké par Takashi Miike il y a maintenant quelques années. Un remake qui est d'ailleurs plutôt correct, qui est sympa, qui mérite d'être vu, mais le meilleur, ça reste quand même l'œuvre originale signée par Masaki Kobayashi, donc ce Harakiri, ce seppuku, qui est un must absolu du cinéma japonais, qui vous fera réfléchir sur ce qui est considéré comme un élément essentiel de la culture japonaise, mais qui, à mon avis, mérite, comme je l'ai dit, de garder un certain esprit critique par rapport à ce qu'il représente, et qui est une œuvre très humaine, très forte, tragique, et qui ne vous laissera donc forcément pas indifférent à sa vision. En numéro 7, j'ai mis Gamera 2, l'attaque de Légion, réalisé donc par Shusuke Kaneko. Je suis un énorme fan de la trilogie Gamera de Kaneko. Pour moi, ce sont les meilleurs films de kaiju qui aient jamais été réalisés. Je suis beaucoup moins convaincu sur la série Gamera de la Showa, même si le premier est plutôt sympa. Après, ça a connu un peu la même trajectoire que les Godzilla, en devenant des films très enfantins qui sont rigolos, on va dire, mais qui ne méritent pas forcément qu'on se relève la nuit pour eux. Mais quand Kaneko est venu aux commandes pour ressusciter Gamera, donc à la fin des années 1990, fin des années 90, il a vraiment assuré comme un dieu, en signant donc des kaiju absolument passionnants, avec tous les éléments qu'on est en droit d'attendre, avec donc des monstres, des scènes de destruction massive qui sont extrêmement réussies, mais également tout un travail sur les personnages qui est souvent manquant dans les films de kaiju, et qu'avec également l'élaboration d'une mythologie qui était partiellement présente déjà dans les Gamera, mais qu'il a réussi à retravailler de manière beaucoup plus sérieuse, de manière plus adulte quelque part, et ça donne quelque chose qui est absolument génial. La trilogie de Gamera de Kaneko, c'est un must si vous êtes un amateur de kaiju, puis si vous êtes un amateur de cinéma japonais de manière générale. Et alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'orienter plus spécifiquement sur le deuxième épisode, l'attaque de Légion? C'est parce que c'est mon préféré, évidemment. Et ça peut être un peu surprenant parce que sur l'ensemble de la trilogie, c'est peut-être celui qui est le plus autonome, qui est un peu comme un spin-off quelque part, enfin qui est moins lié de manière générale à la mythologie Gamera. Mais il a pour lui plusieurs atouts qui font qu'il emporte le morceau dans mon cœur. C'est déjà le méchant, ce Légion, qui au début est un peu présenté comme un espèce d'ersatz d'alien, on va dire. Ce qui donne d'ailleurs des séquences assez sympas dans les canalisations et tout ça, un petit côté Aliens de James Cameron. Mais quand il prend toute son envergure, quand il montre son vrai visage, c'est là que ça défonce grave, avec un design absolument génial, super inspiré, qui ne tombe pas dans les travers du kaiju, avec un personnage en costume dont on comprend bien que c'est un acteur à l'intérieur. Là, on a vraiment une créature insectoïde qui est vraiment fascinante, et qui a nécessité une combinaison d'effets spéciaux qui est particulièrement réussi, avec des animatroniques, avec un peu de synthèse, avec tout un tas de différentes techniques qui ont été utilisées ici pour lui donner vie, et ça marche parfaitement. Il est très bien mis en valeur durant tout le film, dans toutes les scènes dans lesquelles il apparaît.
de manière à ce qu'on croit à sa présence. Moi, je trouve que c'est vraiment une des créatures les plus intéressantes qui ait pu être développée dans le bestiaire japonais en la matière, et Dieu sait pourtant qu'ils en ont fait beaucoup, et d'ailleurs certains de très très bien. Mais Légion, ouais, il a quelque chose, quoi. Il a vraiment cette apparence à la fois alien et puis à la fois insectoïde. Enfin, on est vraiment sur un design très très inspiré. Si bien d'ailleurs que je me suis permis d'acheter le jouet Légion. Moi qui ne suis pas trop collectionneur sur ce genre de truc, mais je suis très content d'avoir mon petit Légion chez moi. Et puis un autre point qui est intéressant aussi, c'est que ça se passe durant l'hiver, ça se passe du côté d'Hokkaido, et donc ça permet d'avoir une atmosphère un peu différente du kaiju moyen. Ça apporte un côté un peu spleen, un côté un peu dramatique, qui est intéressant et qui se rapproche également de Patlabor 2, dont on va parler un peu plus tard, un spoiler. Mais donc ces deux éléments, le méchant, le lieu de l'action, donc le Hokkaido, avec la temporalité, donc durant l'hiver, mine de rien, ça fait beaucoup dans mon appréciation du film. Et puis après, on a toutes les qualités qu'on est en droit d'attendre de la part de Kaneko quand il travaille sur les Gamera, donc avec des destructions qui sont super impressionnantes, avec des personnages un minimum à travailler, en tout cas bien davantage que ce que font la plupart des films de kaiju, avec une musique également très réussie qui permet de monter encore d'un niveau dans les différentes scènes du film. Et donc je ne peux que avoir cette attaque de Légion dans mon top des films japonais favoris. C'est à mes yeux, c'est un classique, et donc il mérite d'être vu. Et puis de toute façon, si vous allez dans le sens de mon conseil, tant qu'à faire, ne regardez pas simplement que ce deuxième épisode, faites-vous la trilogie intégrale de Kaneko, elle mérite, hein. Les deux autres épisodes sont absolument excellents également, donc vous ne perdrez pas votre temps en regardant cette superbe trilogie de Shusuke Kaneko consacrée à Gamera, et donc tout particulièrement le deuxième épisode, l'attaque de Légion. En sixième position, bah évidemment, on a un Miyazaki, hein, c'est un peu inévitable. Et alors, il y a beaucoup de challengers. J'aurais pu citer Mononoke, que j'avais eu la chance de voir au cinéma à sa sortie et qui avait quand même bien marqué. J'aurais pu également mettre Laputa, que je trouve très très joli, et bien d'autres. En fait, il y a tellement de films Miyazaki qui pourraient rentrer dans ce top, mais je vais aller vers un autre choix, un autre film qui est très apprécié, qui est Mon voisin Totoro, parce que mine de rien, dans les films de mon top 10, il y a quand même pas mal de trucs un peu violents ou un peu agressifs, donc je me dis que c'est pas plus mal d'apporter un peu de douceur et de paix avec Mon voisin Totoro, et puis parce que c'est un film bouleversant, qui est magnifique, c'est une bouffée de fraîcheur, avec des sentiments très purs, avec évidemment ce Totoro qui ne peut pas ne pas attirer la sympathie. Enfin, je veux dire, tout le monde aime Totoro, tout le monde a envie de se jeter dans ses bras, d'être dans sa fourrure. C'est une créature iconique et particulièrement qui attire la sympathie, forcément. Enfin, on ne peut qu'aimer Totoro. Et puis il y a d'autres créatures du bestiaire qui sont particulièrement réjouissantes et sympathiques. Je pense par exemple au Chabus, dont il y a d'ailleurs un exemplaire géant en peluche dans le musée Miyazaki, le musée Ghibli. Voilà, c'est toujours le petit moment. Il y a toujours, vous savez bien qu'avec mes vidéos, il y a forcément un moment touristique. Donc voilà, le musée Ghibli, et n'hésitez pas à y aller si vous aimez l'univers de Miyazaki. Vous serez très heureux d'aller y faire un petit tour, et tout particulièrement donc si vous aimez l'univers de Totoro et le Chabus, puisque vous aurez donc un Chabus géant en peluche sur lequel vous pourrez vous jeter si vous êtes un enfant uniquement. Attention, c'est réservé aux enfants. C'est un peu frustrant si vous êtes adulte comme moi. Je n'ai donc pas pu me jeter sur cette peluche de Chabus. Mais quoi qu'il en soit, donc Mon voisin Totoro, oui, c'est encore une fois un classique parmi la pelletée de grands films que nous a offert Hayao Miyazaki. C'est l'un des films les plus jolis, les plus touchants, les plus tendres.
avec des sentiments donc très purs, très authentiques, qui vous fait vous retomber en enfance quelque part, mais pas d'une mauvaise façon, pas d'une manière infantile ou débilisante, non, mais avec des sentiments qui se rapprochent encore une fois d'une certaine pureté. Là, je suis en train un peu de me répéter dans mes adjectifs, mais c'est vraiment la manière dont je pense qu'il faut caractériser et décrire Totoro, mais de la manière la plus louable qui puisse être faite. C'est pas encore une fois quelque chose dit de manière négative, c'est vraiment quelque chose de bien. Évidemment, vous devez également, si ça n'est pas encore fait, voir les autres films signés de Hayao Miyazaki et de manière plus générale du studio Ghibli avec son comparse Isao Takahata. Tout ça, c'est des grands films, quasiment tous des bons, voire très bons, voire chef-d'œuvrissimes films. Donc vraiment, il n'y a pas à faire la fine bouche là-dessus. Et logiquement, donc, je ne pouvais qu'avoir un Hayao Miyazaki dans ce top. Et donc, j'ai choisi de vous proposer quelque chose de gentil, de fédérateur avec Mon voisin Totoro. On va rester dans l'animation, mais dans un genre assez différent, avec le 5e film de ce top 10 de mes films japonais favoris. Et c'est encore une fois un classique incontesté, que ce soit de l'animation ou du cinéma japonais de manière plus générale, à savoir Akira de Katsuhiro Otomo. Akira, moi je l'ai découvert également quand il est sorti en France, donc au début des années 1990, si ma mémoire ne me trompe pas. Ça a été également, mine de rien, la porte vers tout un univers qui était celui des mangas et de l'animation japonaise. Alors j'étais déjà un peu tombé dedans avec le Club Dorothée, avec Dragon Ball, avec Saint Seiya. Donc j'avais déjà mis le pied dans la porte, on va dire. Mais c'est vrai que quand Akira est arrivé, mine de rien, ça a été un espèce de souffle destructeur qui a tout emporté sur son passage et qui a fait que je me suis orienté davantage vers la découverte de l'animation japonaise, vers la découverte du manga. Il faut bien voir quand même qu'à l'époque, c'était encore quelque chose d'assez nouveau. Hein. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de mangas qui sont disponibles en France. On n'a que l'embarras du choix, mais à l'époque où Akira est sorti, il n'y en avait pas tant que ça, des titres, et donc c'était un peu une découverte de tous les instants. Il y avait également le label Manga Vidéo qui était apparu à ce moment-là, et donc ça a permis de découvrir d'autres titres particulièrement marquants, que ce soit Les Pattes Labor, que ce soit Venus Wars, que ce soit les Urotsuki Doji, même si bon, je suis un peu plus réservé sur les Urotsuki Doji, mais bon, ça a permis de rentrer donc dans ce monde de l'animation et du manga adulte, et dans lequel, mine de rien, je continue à graviter encore. Donc ça a eu un impact manifestement très fort, et évidemment Akira, ça a été un choc la première fois, parce que c'était tellement impressionnant techniquement, tellement fort dans les thèmes et dans les images qui étaient proposées. J'ai un rapport qui a pas mal évolué envers le film d'animation Akira. Évidemment, comme j'ai dit, la première fois que je l'ai vu, ça a été un choc. Ensuite, ça m'a permis de découvrir le manga, et j'ai beaucoup aimé le manga, hein, j'ai adoré le manga. Si bien que j'ai eu une petite frustration envers le film, parce que il y avait plein de choses qui étaient dans le manga qui évidemment n'avaient pas pu être développées dans le film, puisque de toute façon le film avait été fait en même temps que l'apparition du manga. Et donc j'avais quelques réserves à un moment donné. J'étais un peu frustré que des personnages importants comme Lady Miyako par exemple n'apparaissent qu'en forme de caméo, et d'ailleurs sous une version un peu différente dans le film. Donc une certaine frustration pendant quelques temps, et puis avec le temps j'ai appris à redécouvrir le film, à le revoir et à le réapprécier et à le prendre vraiment pour ce qu'il est, comme une œuvre à la fois jumelle mais différente du manga, qui apporte sa propre personnalité, qui a ses propres qualités, et qui est quand même, enfin techniquement c'est un tour de force, c'est absolument sublime du point de vue visuel. J'ai également, mine de rien, appris également à apprécier davantage les thèmes qui étaient développés dans le film, parce que c'est vrai que quand on était ado et qu'on découvrait ça, y avait des trucs qui pouvaient un peu nous passer au-dessus. La fin, un peu type 2001,
Je l'appréciais moins quand j'étais ado que je suis capable de l'apprécier maintenant. De même, tout un tas de références à l'histoire du Japon, le côté mouvements sociaux, le côté alliance de ici de l'armée, mais enfin on va dire de côté appareil répressif avec un peu de corruption, tout ça qui sont des éléments qui ont infusé quand même très fortement le Japon des années 50, 60, 70. C'est des choses que j'étais pas forcément très au fait quand j'ai découvert Akira quand j'étais adolescent et que depuis j'ai pas mal lu sur l'histoire du Japon et sur tout un tas d'événements et de mouvements sociaux, de mouvements politiques qui ont agité le Japon, et donc ça fait que je suis capable maintenant davantage d'apprécier quelles ont été les sources et les influences de Katsuhiro Otomo, et donc de pouvoir apprécier ce qu'il voulait faire ici avec Akira, et d'autant plus que c'est des thèmes qui certes s'inscrivent dans un certain passé du Japon, mais qui quelque part ont une certaine universalité également et qui peuvent tout à fait s'appliquer dans nos sociétés modernes, dans nos démocraties et ailleurs d'ailleurs, et qui pourraient également continuer à s'appliquer dans le futur. Donc il y a une certaine universalité qui est ici présente, et puis il y a également tout le côté transhumanisme qui est présent. Enfin, c'est vraiment une œuvre avec de multiples facettes et qui peut continuer à s'apprécier de tous les instants et à toutes les visions, j'ai envie de dire. On peut toujours découvrir de nouvelles choses en regardant Akira, et donc ça ne pouvait que faire partie de cette liste. C'est un must absolu, encore une fois, de l'animation, du cinéma japonais, et si vous ne l'avez pas vu, évidemment, vous devez immédiatement, tout à faire cessante, aller le regarder. Je pense qu'il est plus forcément en salle maintenant, mais enfin, il est sorti maintenant dans une version 4K, donc il y a vraiment pas de raison de se priver, et que ce soit d'ailleurs dans la VF ou la VO. Alors j'aurais tendance à dire préférer quand même la VO, mais de mémoire la VF était quand même pas trop dégueu, elle était plutôt bien faite, donc ça mérite encore une fois d'être vu, quelles que soient les conditions. Enfin, c'est un chef-d'œuvre absolu. D'ailleurs, Katsuhiro Otomo depuis n'a jamais fait mieux, même s'il a fait d'autres films très sympathiques. Tiens, j'en profite d'ailleurs, pendant que je suis là-dessus, pour dire que moi j'aime assez son World Apartment Horror, parce que j'ai le souvenir d'avoir écouté un podcast il n'y a pas si longtemps sur Katsuhiro Otomo, où les intervenants étaient assez critiques de World Apartment Horror, et moi c'est un film que j'aime bien, qui est très imparfait. On n'est pas sur le niveau de Akira, bien sûr, bien loin de là. C'est un film bourré de défauts, mais qui est aussi plein de qualités, qui est très intéressant et qui mérite d'être vu. Donc essayez quand même, mine de rien, de poursuivre dans les autres films réalisés et produits par Katsuhiro Otomo, parce que même si c'est évidemment un ou deux ou trois ou quatre crans en dessous de Akira, ça n'en demeure pas moins une filmographie intéressante, et il y a quand même des œuvres très réussies dans le lot, qui méritent elles aussi une vision en plus de celle du monument qu'est Akira. En quatrième position, à nouveau un classique, de toute façon comme je vous l'avais dit, ça va être beaucoup de classiques dans cette liste, avec Hanabi de Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, c'est lui aussi une découverte de la fin des années 1990, au moment où j'étais en plein dans mon trip cinéphilique, on va dire, dans mon ouverture cinéphilique, et je découvrais plein de choses, et évidemment Kitano, ça m'avait pas mal marqué. Hanabi est, je crois d'ailleurs, le premier film que j'avais vu en salle de Kitano, et donc j'en garde une trace assez profonde, et je continue d'ailleurs à penser que c'est probablement le tout meilleur film de Kitano. Alors Kitano, c'est un artiste à multiples facettes, donc c'est peut-être un petit peu réducteur de le cantonner à Hanabi, qui est un film très noir, très dramatique, alors qu'il a toute une facette également plus comique. Mais il n'empêche que c'est un film qui m'a fait une très forte impression, avec son côté un peu à la fois suicidaire, à la fois très noir, très violent, mais également très poétique et très pur dans les émotions qu'il y a entre le personnage joué par Kitano c'est Nitti, je crois.
dans son rapport à sa femme. Il y a quelque chose de vraiment très, très touchant, de très sincère dans la démarche de Kitano. On a vraiment l'impression qu'il se livre, qu'il livre ses émotions de manière pure, et forcément ça ne peut pas laisser indifférent, avec les éclats de violence également qui caractérisent le cinéma de Takeshi Kitano. Il y a d'autres films qui auraient pu être mis. Je suis un gros amateur également de Sin at the Sea et de Kids Return, que je trouve d'excellents films dans la filmographie de Kitano. Ils auraient pu être ici également, donc à la place de Hanabi, mais Hanabi, comme je l'ai dit, c'est le film, mine de rien, qui m'a fait découvrir le cinéma de Kitano. C'est celui qui m'a vraiment fait le choc le plus primaire quelque part, et donc forcément il garde une place à part dans mon cœur, et c'est lui que c'est lui que je devais forcément citer dans ce top. Grand film d'un cinéaste qui demeure toujours assez intéressant, mine de rien, même si on a quand même l'impression qu'il est un peu sur la fin là, que ça commence un peu à tourner en rond et à se répéter un peu dans les thèmes, mais bon, mine de rien, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est en activité, donc c'est un peu normal. Et comme les autres réalisateurs que j'ai cités dans ce top, évidemment, le reste de sa filmographie est à découvrir, le reste de sa filmographie est à voir, même s'il y a des gros hauts et il y a des gros bas, hein, on va dire. Mais en tout cas, voilà, Hanabi, pour moi, chef-d'œuvre de Takeshi Kitano, une œuvre très marquante, une œuvre très forte, bouleversante à bien des niveaux, et qui est donc encore une fois un must pour tout amateur de cinéma japonais. En troisième position, j'ai mis Patlabor 2, encore un film d'animation réalisé par Mamoru Oshii. Comme vous avez pu le remarquer sur la chaîne, Oshii, c'est un réalisateur que j'adore. Si vous ne l'aviez pas remarqué, j'avais fait la deuxième vidéo que j'ai fait était consacrée à l'univers des Kerberos Panzerkorps, qui est donc l'univers fétiche, on va dire, de Oshii. Et donc évidemment, je suis un grand amateur, et j'aurais pu citer ici Ghost in the Shell, premier et deuxième épisode, parce que j'aime également beaucoup le deuxième épisode, mais je me suis orienté vers Patlabor 2, parce que Patlabor 2, pour moi, c'est la quintessence du style Oshii, et qui a atteint une espèce d'équilibre parfait, une grâce absolue quelque part, avec Patlabor 2, avec la capacité à créer une réflexion intéressante, à avoir une technique absolument parfaite, et puis avec une épure dans la mise en scène, avec des plages de spleen, des plages atmosphériques qui sont tout à fait bouleversantes. Patlabor 2, donc suite de Patlabor. Le premier Patlabor d'ailleurs est très très bien. Suite de Patlabor, je dis suite de Patlabor, suite du premier film Patlabor, mais qui est également des séries télé, des OAV, donc il y a eu tout un univers Patlabor qui est également très intéressant à découvrir, et qui fait que j'aime également Patlabor 2, c'est que j'aime l'univers Patlabor de manière générale, qui est une approche plus réaliste des mechas, on va dire. Ici, on n'a pas des combats de mechas de plus en plus extravagants, de plus en plus spectaculaires. Ici, on a une intégration des mechas dans un univers qui est finalement très proche du nôtre. Et moi, cette approche réaliste du mecha, c'est clairement l'approche du mecha que je préfère. Donc ça, c'est un univers qui est déjà très sympa de ce point de vue-là. Patlabor, il a également pour lui d'avoir toute une équipe de personnages qui sont extrêmement attachants et qui ont bien été développés dans la série, dans les OAV, et qui donc arrivent dans les films avec des caractères déjà bien trempés, avec lesquels on peut facilement éprouver de la sympathie et entrer en osmose, et avec lesquels donc on va avoir du plaisir à regarder leurs aventures. Le premier film était déjà très bien, avec les caractéristiques déjà qu'on va retrouver dans Patlabor 2, avec un petit côté référence, plus orienté du côté mystique sur le premier, un peu moins réflexion philosophique, mais ça n'empêche que c'est un très bon film. Et le deuxième, donc lui, il part davantage sur le côté donc réflexion philosophique, sur l'utilisation de la violence, sur les notions de guerre et de paix.
et ça donne lieu à des discussions et des réflexions qui sont absolument passionnantes. Encore aujourd'hui, la séquence de la discussion entre Goto et l'agent du gouvernement sur la notion de paix et de guerre, moi c'est quelque chose sur lequel je continue à réfléchir, qui continue à nourrir ma réflexion. Je trouve que c'est absolument brillant et c'est passionnant intellectuellement parlant. J'ai d'ailleurs appris il n'y a pas si longtemps que en fait ça venait pas de Hoshi proprement dit, c'était des réflexions qui avaient été développées par d'autres penseurs japonais et qu'il avait intégré quasiment tel quel dans le scénario de Patlabor 2. Il faut également souligner, mine de rien, l'importance du scénariste Kazunori Ito, qui est un excellent scénariste, qui contribue, mine de rien, grandement à certains des meilleurs films de Mamoru Oshii et qui a également prêté son talent pour d'autres créations qui méritent le coup d'œil. C'est vraiment un très très grand scénariste qui, à mon avis, n'est pas assez reconnu. Patlabor 2, donc, pour revenir, c'est également donc un choix encore une fois de lieu. J'en ai parlé un petit peu sur Gamera 2, l'attaque des légions, mais on retrouve donc ce choix d'avoir une situation, d'avoir des événements qui se passent en hiver, et mine de rien, ça apporte une touche poétique qui est parfaite pour le film, avec ce côté spleen, ces moments atmosphériques bercés par la sublime partition de Keiji Kawai, une de ses meilleures partitions. Donc c'est vraiment l'alliance de tout ça, l'alliance des obsessions oshiennes qu'il a un peu pioché à droite à gauche et qu'il est capable ici de mettre sous une forme tout à fait divertissante, mais qui ne renie pas son côté réflexion philosophique passionnante. Il y a aussi tout un tas d'éléments de réflexion par rapport à la notion de terrorisme, qui ici n'est pas présenté comme quelque chose de tout noir ou tout blanc, mais qui est également quelque chose de plus complexe et qui est encore une fois tout à fait passionnant. Il y a le côté spleen de Oshii qui est souvent présent dans ses œuvres. Il y a la chaleur qui est apportée par l'équipe de policiers de Patlabor 2 de manière générale. Il y a tous ces éléments qui se combinent. Il y a le côté technique, l'expertise technique qu'avaient les équipes impliquées dans la production du film, parce que l'animé japonais durant cette période était quand même à un niveau d'excellence qui était absolument incroyable. Et donc tout ça se retrouve, tout ça se combine pour aboutir à quelque chose d'une harmonie absolument incroyable et donc à un film qui est un ultra must, encore une fois. Moi, comme je l'ai indiqué, c'est un film que j'ai découvert dans la même période que Akira, quand j'étais adolescent, et ça m'avait cloué à l'époque, et encore aujourd'hui, je trouve qu'il a des qualités majeures, que c'est une œuvre majeure, que c'est vraiment encore une fois un must absolu. Et évidemment en animation, évidemment cinéma japonais, mais du cinéma mondial de manière générale, j'ai envie de dire. Si vous estimez être cinéphile et que vous n'avez pas vu Patlabor 2, je suis désolé, il manque quelque chose. C'est un must absolu, c'est un film brillant qui ne peut qu'être aimé, à mon avis, et voilà, qui doit être vu impérativement. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a eu une espèce de semi-remake par Oshii en version live il y a maintenant quelques années, et que si vous voulez avoir mon avis là-dessus, il y a une vidéo de retour, la vidéo de retour sur les Kerberos Panzerkorps, où je discute un peu plus en profondeur des autres films live de Oshii et donc de ce remake variation de Patlabor 2 que Oshii a fait il y a maintenant quelques années, et donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. En deuxième position, j'étais bien parti pour mettre le Samouraï et le Shogun, alias Shogun Samurai de Kinji Fukasaku, qui est un film que j'adore. Et puis je me suis dit que j'en avais déjà parlé dans la rétrospective Sonishiba, puisque Sonishiba est dedans. J'en avais d'ailleurs assez mal parlé parce que je l'avais pas revu, et donc je me suis un peu merdé dans le résumé que je faisais du film. Donc ne vous fiez pas trop à ce que j'ai dit là-dessus, à part sur le fait que le film était génial, mais sur le côté résumé de tout ça, je me suis un peu mis de côté, donc ne vous y fiez pas trop.
Mais donc je me suis dit que c'était l'occasion ici de parler d'un autre film de Fukasaku. En fait, le but de cette deuxième place, c'est d'avoir un film de Kinji Fukasaku, puisque j'adore Kinji Fukasaku. J'aurais pu en citer plein d'autres, j'aurais pu donc mettre Shogun Samurai, j'aurais pu parler de Battle Royale, j'aurais pu parler de plein d'autres qui ne me reviennent pas à l'instant, mais il y en a beaucoup, enfin j'adore. J'aurais pu parler de Omocha, alias Geisha House, qui est un film que j'aime beaucoup également, qui est un film moins connu de sa filmographie. Mais j'ai finalement opté pour la série des combats sans code d'honneur. Voilà, donc là je vous fais un package avec l'ensemble des combats sans code d'honneur, donc les 5 films de la série. J'espère ne pas me tromper sur le nombre, qui sont donc des films de Yakuza. Il faut savoir également que je suis assez fan des films de Yakuza, ce qui n'est pas forcément gagné, parce que ça va peut-être vous surprendre davantage, c'est que je ne suis pas un gros fan des films de gangsters de manière générale. Oui, c'est un peu surprenant pour quelqu'un qui a fait un bouquin sur les films de policiers et de triades à Hong Kong, mais oui, c'est pas forcément un univers dont je raffole plus que ça, parce que je pense qu'il y a toujours un petit problème moral sur le fait d'avoir des personnages de gangsters qui par définition font des actions qui sont tout de même largement répréhensibles, et de les avoir idolâtrés comme des héros, donc c'est toujours un petit problème. Mais dans le monde du film de gangster, j'ai quand même un petit goût particulier pour le film de Yakuza. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un parfum particulier dans le sous-genre du film de Yakuza qui m'attire malgré tout. Et j'aime bien les films de Ninkyo. Donc les films de Ninkyo, c'est les films avec des héros vertueux qui obéissent vraiment strictement aux règles d'honneur, aux règles de loyauté, au respect de la fraternité, de la camaraderie. Quelque chose qu'on va retrouver par la suite donc dans l'Heroic Bloodshed de John Woo dans le cinéma de Hong Kong des années 1980. Et donc les films de Ninkyo, ça a été très populaire durant les années 1960. Mais c'est très codifié, c'est aussi rigide, on va dire, que les personnages qu'il met en scène. Et donc ça fait que c'est assez répétitif, avec toujours un peu les mêmes ficelles. Et donc même si j'aime bien les films de Ninkyo, c'est pas mon sous-genre du film de Yakuza que je préfère. Moi, celui que je préfère, c'est le Jitsurogu, qui est donc des films de Yakuza plus réalistes, qui sont en général basés sur des faits réels, et qui sont également extrêmement cyniques. Et le Jitsurogu, c'est un genre qui lui a été très populaire dans les années 1970, ce qui est logique, c'est ce moment où il y a eu un mouvement général dans la culture populaire et dans l'air du temps, dans la population, contre les autorités, d'être plus cynique contre les gouvernements en place, les autorités en place. Et donc le Jitsurogu s'inscrit dans ce phénomène global. Et le maître du Jitsurogu, donc c'était Kinji Fukasaku, qui a quasiment créé le genre avec sa série des combats sans code d'honneur, qui donc nous présente environ une période de, j'avoue que je ne sais plus combien c'est, 5, 10, 15 ans, voire peut-être un peu plus, de lutte de gangs dans le Hiroshima, d'abord d'après-guerre, et puis ça va aller pendant 20 ans donc environ, suivre l'histoire du Japon. Et on va bien voir à quel point tous ces gangsters qui se prétendent vertueux, qui se prétendent respectueux d'un code d'honneur, sont en fait des gros hypocrites, et que c'est en fait bourré de cynisme, que c'est simplement un moyen de domination des plus forts par rapport aux plus faibles, que c'est une excuse en fait pour amasser un maximum d'argent, pour laisser libre cours à tout un tas de pulsions plus ou moins négatives, enfin très souvent négatives, que ce soit l'avarice, que ce soit la luxure, que ce soit tout un tas de pulsions primaires. Et tout ça donc, Kinji Fukasaku le met en scène de manière absolument brillante donc dans cette série, avec un Bunta Sugawara qui est impérial ici. Bunta Sugawara, moi j'ai toujours trouvé qu'il a jamais été meilleur que quand il joue ce genre de Yakuza, et tout particulièrement dans le Jitsurogu, même s'il n'était pas trop mal dans les quelques Ninkyo qu'il a fait également. Et il a vraiment le visage qu'il faut, il l'incarne parfaitement, et je trouve qu'il est beaucoup moins bon quand il est dans des films qui sont dans d'autres registres. Je suis moins fan de lui quand il est dans la comédie par exemple.
Mais là, il est brillant, il est parfait, il incarne le Jitsurogu, il incarne cet univers des Yakuza totalement dépravé, totalement cynique, totalement méchant, très cruel. Et si je parle de l'ensemble des films, c'est parce que finalement, ce qui est assez impressionnant, mine de rien, c'est que Fukasaku a réussi à maintenir la qualité de ses films. Je trouve que chaque suite, finalement, s'intègre parfaitement dans cet univers du Jitsurogu, dans l'univers donc des combats sans code d'honneur, et y apporte quelque chose de plus. C'est des films qui pourtant ont été faits en quatrième vitesse, extrêmement rapidement, que ce soit dans l'écriture du scénario, que ce soit dans le tournage, que ce soit l'ensemble de la production, et pourtant ils réussissent à garder une certaine cohérence, et pourtant ils font sens dans l'ensemble de la série, et ils réussissent, comme j'ai dit, à chaque fois à apporter quelque chose de nouveau à l'ensemble. Et donc évidemment il faut, une fois qu'on s'est lancé dedans, continuer à voir les autres films de la série. Alors j'avais déjà un petit peu abordé plus en détail le deuxième film, Hiroshima Deathmatch, puisque Sonny Shiba était dedans. C'est peut-être d'ailleurs le film qui s'intègre le moins bien dans la série, c'est peut-être celui qui est un petit peu plus à part, qui fait un peu plus spin-off, mais l'esprit du Jitsurogu à la Kinji Fukasaku est quand même bien présent, et donc ça donne quand même toujours quelque chose d'absolument génial. D'ailleurs, par la suite, Fukasaku continuera à faire d'autres films dans ce registre. Il continuera d'ailleurs à faire des films qui sont catalogués combats sans code d'honneur, puisqu'il fera des nouveaux combats sans code d'honneur, mais s'ils n'ont pas de lien direct avec la série originale. Mais on retrouve quand même le même esprit. D'ailleurs, il y en a des très très bien. Vous devriez continuer. Et puis il y a d'autres films tels que Police contre Syndicat du crime, qui a été partiellement la source d'inspiration pour le titre de mon ouvrage d'ailleurs. Donc beaucoup d'excellents films. Enfin, c'est pas pour rien que Fukasaku est considéré comme le maître de ce sous-genre du film de Yakuza. C'est un délice de tous les instants, cette série des combats sans code d'honneur, hein, encore une fois, un must absolu pour tout amateur de cinéma japonais. Et puis évidemment, si vous êtes un amateur de films de Yakuza, de films de gangsters de manière générale, vous devez également faire en sorte de voir ces classiques du genre. Et puis le dernier film à parler, le premier film dans mon cœur quand il est question de cinéma japonais, c'est Barberousse de Akira Kurosawa. Évidemment, Kurosawa, c'est le maître ultime, hein, c'est un des grands réalisateurs. Moi, avec ça fait partie de mes grandes références, avec des gens comme Kubrick, on va dire, comme je sais pas, Lynch, Cameron, Choyark, John Woo. Enfin, c'est vraiment le boss ultime de fin de niveau en termes de cinéma. J'aurais pu encore une fois citer plein d'autres films de sa filmographie. J'adore Ran, j'adore Kagemusha, j'adore Rashomon, j'adore Sanjuro. Enfin, il y a vraiment plein de films de lui que j'aurais pu citer ici. J'ai choisi Barberousse parce que c'est un film qui m'avait énormément touché. Bon, on retrouve évidemment la maîtrise cinématographique de Akira Kurosawa. J'adore la réalisation de Akira Kurosawa, ce côté millimétré, ce côté réalisation à l'ancienne où il n'y a pas d'esbrouf en fait, il n'y a pas d'effet facile, il n'y a pas de côté clipesque. On est vraiment dans ce cinéma à la fois grand spectacle mais posé. Moi, c'est vraiment un type de cinéma que j'aime beaucoup, qu'on trouvait beaucoup dans le cinéma des années 60 avec des gens comme David Lean, avec Kubrick. C'est un peu le même type de réalisation, ce type de réalisation vraiment millimétré, avec des mouvements de caméra, j'allais dire simples, pas forcément simples, mais qui vont droit au but et qui permettent vraiment de mettre en valeur l'histoire et les personnages avant tout. Et c'est pas une simple démonstration technique en fait, des travers dans lesquels on va forcément tomber un peu plus par la suite avec les décennies suivantes, et tout particulièrement dans les années 90-2000, j'aurais tendance à dire, avec toute une génération de clippers. Mais Kurosawa, il a donc cette réalisation absolument brillante, absolument parfaite quelque part, à bien des niveaux. Et puis il a une humanité qui est bouleversante, hein, quelque part. J'adore la scène de Toshiro Mifune quand
quand il a ce combat où il utilise du jiu-jitsu et puis qu'après il va soigner ses adversaires. Enfin, c'est tellement beau comme scène. Et tout le propos de Barberousse, de manière générale, est quelque chose d'extrêmement humaniste, où le but est d'essayer de comprendre et d'aider les autres, mais fait de manière également suffisamment divertissante, avec des personnages travaillés, avec des personnages très développés pour lesquels on a forcément de l'empathie. C'est brillant de bout en bout. Et puis c'est aussi, mine de rien, la dernière collaboration entre Akira Kurosawa et Toshiro Mifune, qui était quand même une association qui faisait des étincelles à chaque fois et qui là encore fait des étincelles. Et donc oui, Barberousse, c'est un film qui m'a énormément touché quand je l'ai vu et qui continue à me toucher, qui continue quelque part à me nourrir de sa réflexion et de son humanité, et dans lesquels j'aime de temps en temps à me replonger pour retrouver cette bouffée, encore une fois, d'humanité. Je suis désolé de me répéter un peu à chaque fois le même qualificatif, mais je n'en trouve pas de meilleur pour caractériser ce Barberousse et l'œuvre d'Akira Kurosawa de manière générale. Donc film absolument brillant à bien des niveaux, et que j'avais encore une fois découvert quand j'étais dans cette phase cinéphile qui pour moi donc était période fin d'adolescence, début d'étudiant, on va dire, et évidemment qui m'avait fait une très très forte impression. Donc oui, Barberousse, Akira Kurosawa, boss ultime et probablement à jamais du cinéma japonais, et qui est donc à voir intégralement, parce que même s'il y a des films plus mineurs dans sa filmographie, ça reste toujours intéressant. Je pense par exemple à Rhapsody en août, qui a quand même des scènes aussi très bouleversantes. Enfin, toute la filmographie de Akira Kurosawa vaut le coup. Donc si vous ne l'avez pas encore vu intégralement, n'hésitez pas. Et puis si vous n'avez, par le plus grand des hasards, pas encore vu Barberousse, précipitez-vous. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Voilà, j'ai terminé pour cette liste de mes 10 films japonais favoris, ceux qui m'ont le plus impacté, ceux qui continuent à m'accompagner dans ma cinéphilie encore aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cela à nouveau intéressant, et on va continuer donc dans cette série de vidéos avec mes 10 films favoris, avec très certainement sur la prochaine la Corée du Sud. Donc encore beaucoup de bons films à évoquer, et peut-être pour certains d'entre vous à découvrir. En attendant, continuez à regarder tout un tas de films asiatiques, continuez à promouvoir le cinéma asiatique autour de vous, et je vous dis à très bientôt.